Mon père m'avait offert un appareil photo, j'avais 10 ans. Et je faisais les voisines et ma sœur poser pour moi et je savais exactement qu'est-ce que je voulais des filles. Donc la première sensation d'avoir envie d'être photographe, ça m'est venu de là. Le festival photo La Gacilly présente Un écrin sonore à La Gacilly, une collection de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. Au micro, Alexandre Hérault. Deuxième épisode, Viva Latina. Deuxième volet, rencontre avec Carolina Arantes. O Brasil mobilizou neste domingo 2 aviões Hércules C-130 em uma vasta operação militar para apagar os incêndios que devoram partes da Amazônia. Enquanto isso, novos protestos estão programados contra o presidente Jair Bolsonaro por sua gestão da situação. Uma espessa fumaça cobre a cidade. Carolina Arantes est devant l'espace qui abrite ses photos. Carolina Arantes, bonjour. Bonjour. Bon dia, c'est ça? Bon dia. Bon dia, bon dia. Vous avez appris à parler français parce que ça fait longtemps, Carolina, que la brésilienne que vous êtes est en France. Ça fait 11 ans exactement. Et j'ai appris d'oreille un peu le français. Donc je suis assez contente de parler bien. Il y a un souvenir de la première image que vous ayez faite? Oui, je me souviens très bien. En 2000, l'année 2000, j'étais à Madrid et j'ai vu un prêtre qui était juste pile poil en bas d'une petite tranche de lumière qui passait entre deux immeubles. Et il était comme si c'était un doigt et qui tombait juste sur les prêtres. Et c'était une des premières sensations que j'ai eues d'avoir fait une photographie, de voir et de réussir à transformer l'image que je voyais en photographie, justement. Et quand est-ce que vous avez eu, alors, Carolina Arantes, cette envie de devenir photographe? Mon père m'avait offert un appareil photo, j'avais 10 ans. Et je faisais les voisines et ma sœur poser pour moi et je savais exactement qu'est-ce que je voulais des filles. Donc la première sensation d'avoir envie d'être photographe, ça m'est venu de là. Après, j'ai passé beaucoup de temps sans vraiment toucher un appareil photo. Et quand j'avais 18 ans, 19 ans, une amie m'a invité à faire un cours de photo avec elle. Et donc, on est parti faire les cours et j'ai tombé complètement amoureuse de la photographie. Et du coup, j'ai recommencé à photographier. Mais à partir de 2010, elle est intégrante dans ma vie complètement 100% en fait. Mais de 40.000 soldados estão disponíveis para atuar no combate aos incêndios. As queimadas causaram uma onda de indignação mundial e são motivo de preocupação na cúpula do G7 em Biarritz, na França. Qu'on comprenne, parce qu'ici, à La Gacilly, est exposé l'un de vos derniers travaux et c'était cette urgence que vous avez eue lorsque vous étiez en France et que vous découvriez que l'Amazonie là-bas brûlait, ces feux en 2019 qui aujourd'hui continuent. C'est cette urgence qui vous a imposé de quitter le vieux continent pour aller voir ce qui s'y passe et nous raconter. On était avec Maps Images, l'agence et l'éditeur de Le Figaro Magazine qui m'ont demandé de suggérer un sujet pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé derrière les feux en fait. Et donc l'urgence planétaire nous a poussé à vouloir parler plus, savoir plus, comprendre et approfondir dans les sujets. Et c'est là que c'était magnifique parce qu'on a pu rester 4 semaines sur place et vraiment investiguer, chercher, écouter les gens et savoir exactement dans cette région d'Altamira qu'est-ce qui se passe. Et c'est dans la région d'Altamira que
Les jours J du feu ont vraiment eu lieu parce que plusieurs fermiers, au 10 août de l'année dernière, ont provoqué les feux intentionnellement pour pousser le gouvernement à les aider à produire dans la région. C'est-à-dire, ce sont des gens qui veulent vraiment ouvrir l'espace et continuer à mettre soit de bétail ou exploiter les bois et la minération. Et qui ont donc réalisé une sorte d'accord entre plusieurs fermiers de la région à mettre le feu pour brûler. C'était une manifestation politique qui a débuté cette situation. C'était étrange de dire ça, mais oui. Et ce qui est étonnant, c'est que Altamira, on l'évoque comme ça, mais cette ville qui est là-bas, en plein cœur de l'Amazonie, fait une surface démentielle, presque aussi grande que la Belgique. Oui, Altamira, c'est le deuxième espace urbain plus grand au monde. C'est-à-dire espace urbain en zone territoriale, parce que la ville en soi n'est pas si grande. C'est pour ça qu'à l'intérieur d'Altamira, il y a des réserves indigènes, il y a de grandes quantités de forêts. C'est un espace qui est administré par une municipalité, mais qui est effectivement de la taille d'un pays européen comme la Belgique ou le Portugal. C'est très grand et toutes les distances qu'on faisait à chaque jour pour aller d'un côté ou visiter une autre personne ou vérifier, faire une interview, c'était toujours 250 ou 300 km par jour en route de terre. Donc c'est pour ça que faire un travail en Amazonie, c'est très compliqué. Les distances sont très larges, les routes sont très mauvaises, les conditions de climat changent et donc on doit s'adapter. Il faut avoir des voitures spéciales pour passer à certains endroits. On ne peut pas passer n'importe comment, n'importe où, il faut être accompagné des fois. En tant que femme aussi, c'était très important d'être accompagnée par un fixeur qui connaît bien l'endroit. Et donc ce n'est pas un travail facile. Bon, évidemment, ce n'est pas en zone de conflit non plus, direct, disons comme ça, mais pour ceux qui habitent, elle est sous un conflit perpétuel. Et il y a beaucoup de gens qui sont menacés de mort, il y a beaucoup de gens qui ont été déjà assassinés. Et ceux qui défendent les droits de l'homme, les droits des indigènes, la forêt ou les petits producteurs sont tout le temps menacés. Et aussi ramenés en justice, où il y a toujours une situation qui les met en prison, toujours à les coincer, toujours très harcelés par un pouvoir qui est sur place et qui n'a aucune envie de s'ouvrir à la société en fait. Ce pouvoir est dans les mains de quelqu'un qui est un président que vous avez élu, vous les Brésiliens, et qui se comporte comme un chef de gang, Bolsonaro. Les pouvoirs au Brésil sont sur l'extrême droite, effectivement, aujourd'hui. Et donc, Bolsonaro, il ne fait rien contre la pandémie, par exemple, qui arrive, ou rien contre les fermiers qui sont en train de brûler le feu. Il n'y en a pas de contrôle juridique, la loi ne s'applique pas. Et du coup, c'est la façon de s'exterminer la population indigène, comme la population locale, des petits producteurs qui vivent de noix du Brésil, ou de caoutchouc, et d'autres petites productions qui sont complètement soutenables et qui maintiennent la forêt en pied. Donc il y a de la part du gouvernement d'un côté actif, disons comme ça, il ne fait rien pour résoudre la situation conflictuelle qui s'est installée dans la région. Et au contraire, il détruit tout ce qui a été fait pour préserver. Il enlève la protection de certaines régions pour qu'elles soient exploitées. Il menace. Il y a une démantélation, je ne sais pas si ce mot existe en français. C'est joli, mais on peut dire démantèlement, oui. Démantèlement, mais si. Un démantèlement justement des structures juridiques qui étaient en train de s'installer. Parce que les conflits existent depuis beaucoup de temps. Ce n'est pas nouveau. Cette région, elle est conflictuelle depuis les années 70, lorsque la dictature a invité pas mal de gens à venir s'installer et déforester la région à leur guise, sans créer une sorte de documentation de ceux qui étaient là, combien de terres ils avaient. Donc il y avait une sorte d'immigration interne.
Il n'y avait pas une administration publique sur place qui organisait cette immigration. Donc le territoire était envahi par des fermiers, mais c'était des territoires indigènes ou des petits producteurs. Donc les conflits commencent là. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est une incitation même à brûler, à produire, avec l'argument de développement. De floresta amazônica foram devastados. Houve um aumento de 55% em relação ao mesmo período do ano passado. Esses dados novamente questionam a política do presidente Jair Bolsonaro em relação à proteção da maior floresta do planeta. Carolina Arantes, c'est pour ceux qui ici se déplacent à la Gacilly, voir ces panneaux où sont exposés ce travail que vous nous livrez. Il y a cette volonté pour vous, puisque vous êtes dans la position du photoreporter, l'artiste photographe que vous êtes documente. Il y a cette volonté. Vous croyez que vos photos peuvent éveiller, c'est une grande question, les consciences? Ça, c'est une grande question, effectivement. Mais moi, je reste toujours très, très, très positif dans ce sens. Je pense qu'on est là pour ça. Les gens ont un vrai besoin d'informations de qualité qui le donnent un repère dans le monde qu'on vit aujourd'hui. On travaille comme celui-ci, c'est un travail de 4 mois sur place, plus 2 mois d'investigation avant. Donc, moi, je parle pour mon travail, mais pour tous les photographes documentaires, on a une énorme recherche derrière le travail qu'on fait. Il a envie de transmettre une information le plus proche possible de la réalité, et pour qui ça bouge dans le sens de la prise de conscience vers un vrai changement sur place. Donc l'intention, c'est celle-là. Je pense que dans un sujet comme l'Amazonie qui touche à nous tous et qui est très menaçante, j'espère vraiment qu'il y aura une sorte de conscience aussi qui tout ce qui se passe là-bas est sous un enjeu économique assez important, dont le pays d'Europe ou des États-Unis ou de l'Asie ont un rôle extrêmement important. Et on a une problématique nationale avec Bolsonaro, certes, mais il y a un enjeu économique des entreprises multinationales qui sont sur place et qui veulent exploiter cette zone avec une force financière incroyable. Donc c'est très difficile de lutter contre cela et on est tous concernés à partir du moment qu'on accepte qu'il y a une entreprise soit d'énergie française ou une entreprise chinoise de minération qui est là-bas en train de forcer la main pour enlever les populations locales de leur ambiance naturelle ou de déforester pour arriver à leur fin financière, quoi. J'ai en face de moi une résistante. Je ne me vois pas comme ça, c'est drôle, je ne me vois pas comme une résistante, je pense que c'est normal ça. Non, je ne suis pas engagée politiquement dans un sens direct, mais sous un sujet comme ça, c'est impossible de ne pas parler de politique ou de n'être pas directement concerné par ce qui se passe. Il y a beaucoup de douleur. Les gens sont vraiment en train d'être assassinés. Il y a des familles entières qui ont été assassinées. Il y a des gens qui vivaient au bord de fleuves avec une vie naturelle à dépendre de la pêche et de la nature et qui ont été habités dans une bidonville avec des soucis de criminalité. Les enfants entrent dans les crimes, les adultes tombent malades. Et ils sont à 30, 40, 50 km de leur lieu d'origine, ils ne peuvent plus pêcher. Ils sont devenus pauvres. Ce sont des gens, c'est des milliers de personnes qui sont devenues pauvres parce qu'il y avait un intérêt énergétique qui a été complètement mal fait sur place et qui a aucun respect pour la population locale. C'est la même chose pour les indigènes, pour les peuples indigènes qui est là,
qui est les peuples naturels de la région, qui ont leur culture, leur relation avec la forêt complètement différente de la nôtre. La forêt est leur maison, est leur besoin, est leur survie, elle est intégrée dans leur vie comme un cœur, comme un foie, comme un organe physique en fait. Donc c'est une autre dimension et aussi ils sont complètement violentés par des gens qui viennent. Donc c'est de certaine façon une résistance parce que leur présence et leur travail sur place nous va permettre de survivre en tant que civilisation. Si on continue comme ça, combien de pandémies vont sortir de cette forêt? Donc, on commence à partir de la pandémie de Covid-19 à comprendre que les maladies sont liées aussi à un déséquilibre de la nature qui nous impose un retour très négatif au final. Pour terminer cette promenade dans cette ruée vers l'enfer vert, puisque c'est ainsi que cette exposition s'appelle ici, isolons dans cette trentaine de clichés monumentaux. La plupart font plus de 3 mètres en tirage extraordinaire ici qui sont livrés. Terminons sur une photo, peut-être celle qui était très emblématique. J'avoue que ma préférence irait vers une photo qui ne fait parler que l'essentiel, c'est-à-dire ce qui est en train de disparaître, ces arbres calcinés, ce tronc qui est en face de nous et qui est entièrement noirci sur un épais feuillage de cendres, avec ces ramages entièrement dénudés, et puis cette cicatrice devant nous, comme une nouvelle carte du monde, cette cicatrice rouge. Je pense que cette photo est un bon choix pour parler parce qu'elle a une histoire spécifique aussi. On a passé plusieurs heures en voiture pour arriver à un endroit qu'on savait qu'il y avait un espace de déforestation. Mais la police, comme les structures environnementales au Brésil, elles sont complètement démunies. Ils sont arrivés trop tard. Le feu avait déjà pris. On est arrivé au lendemain du feu en fait. Et donc, ce qu'on voit, ces cendres, elles arrivaient jusqu'à cheville, à 20 cm de profondeur. Ça, ici, à Lagacilly, on la voit à la photo autour de grands vers. Et donc, ça fait un contraste assez bizarre parce que il y avait la nature et elle est vivante. Et à côté, on voit cette image de la mort. C'est la présence de la mort que j'ai sentie en faisant en entrant dans ce travail, dans cet espace qui était brûlé, dans cet espace qui fait partie de la terre indigène des Arara, de Poplarara, qui s'appelle Cachoeira Seca. Et ce Poplarara, il est en train de dénoncer, ça fait des années qu'il y a une déforestation importante. Et de l'autre côté, on voit les petits indigènes, les petits enfants sur un tronc d'arbre coupé. C'est aussi un enfant Arara qui est en train de dénoncer que de l'autre côté de la même territoire est en train de commencer à couper aussi. Et ça fait 1 an qu'ils sont en train de dénoncer et la police ne vient pas, les Bama ne viennent pas, personne ne fait rien. Et bientôt, ça va devenir comme les contrastes de cette image des cendres et des arbres complètement calcifinés, noirs, de cendres. Et c'est une des scènes les plus violentes que j'ai déjà vues dans ma vie. La forêt ne revient pas. Elle ne va pas être reforestée. Ça, c'est impossible. Et donc, c'est extrêmement pénible de voir ça sur place. C'est vraiment la sensation de la mort. Et dans toutes les longues journées de travail que j'ai eues en Amazonie, les 4 semaines, c'est les contacts directs avec la mort que j'ai eus. Tout le temps. Les gens qui sont décédés, les gens qui ont été empoisonnés, les enfants qui meurent de 19 à 24 ans avec les trafics de drogue, et la mort de la forêt, des arbres, de la nature. C'est très, très impressionnant. Mais en même temps, il faut qu'on sache que ça existe et il faut qu'on écoute qu'il y a des gens qui sont là-bas sous cette pression.
Fin du deuxième volet de ce second épisode d'un écrin sonore à la Gacilly. Une collection de podcasts originaux à retrouver sur toutes les plateformes de diffusion, Apple et Google Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que tous les agrégateurs de podcasts. Toutes les informations pratiques sur cette 17e édition, ouverte gratuitement au public dans le respect des gestes barrières jusqu'au 31 octobre 2020, sont consultables sur le site festivalphotolagacilly.com. On vous y attend nombreux. Eu estou muito contente de estar aqui em Nagacilly e espero voltar bem logo e fazer parte dessa história.